On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu se dote d'un nouvel outil pour la biodiversité et donc améliorer et protéger ses milieux naturels. Mais d'abord, parlons d'inondation ou de risque d'inondation. C'est vrai qu'il a beaucoup plus neigé cet hiver. Est-ce que cela veut dire pour autant qu'on aura des inondations comme en 2011? Pas nécessairement. On écoute notre invité à l'instant. Comme vous le savez, on a eu beaucoup de neige au cours de l'hiver 2018-2019 dans le sud du Québec, donc ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et preuve à l'appui, au moment d'enregistrer cette entrevue, en ce 8 avril, on a eu d'ailleurs une petite couche de neige tout juste ici. Je présente notre invité. Il est directeur du service de sécurité incendie à Saint-Jean-sur-Richelieu et aussi le coordonnateur des mesures d'urgence d'Agnes-du-Bois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, encore une petite couche de neige qui va s'ajouter au reste, quoique ce n'est pas grand-chose nécessairement. Mais souvent, la grande question qui nous hante un peu, peut-être aussi parce qu'on a vécu les inondations de 2011, et moi-même, j'ai posé la question à plusieurs reprises dans les dernières semaines aux personnes concernées, si on regarde date pour date avec 2011, on est-tu mieux, on est-tu pire? Est-ce qu'on est à risque d'avoir des inondations cette année? Mais c'est un sujet qui est complexe parce que ce n'est pas que les quantités de neige, mais il y a la pluie, il y a le vent, il y a la température. Bref, en date d'aujourd'hui, au moment d'enregistrer cette entrevue, on se situe où? Bien, en fait, il y a un constat, il y a des prévisions. Il faut faire attention parce qu'effectivement, on pourrait dire, bon, on a eu beaucoup de neige cette année, on a eu beaucoup de neige en 2011. 2011 nous rappelle des mauvais souvenirs. Donc, ouais. Mais c'est effectivement une combinaison de plusieurs facteurs. Donc oui, il y a la quantité de neige, la quantité de neige locale, la quantité de neige qu'il y a au Vermont aussi, sur le mont Mansfield, qui alimente le lac Champlain, qui se déverse dans le Richelieu. Donc, il faut considérer ça. Il y a les vents du sud, il y a la quantité de pluie diluvienne qui peut tomber en très peu de temps. Donc, il y a une combinaison de plusieurs facteurs, là. Donc, si on y va sur les faits, en 2019, cette année, ce qu'on peut constater, c'est que oui, il y a beaucoup de neige. Par contre, la fonte locale, la première période de fonte que l'on vit actuellement, donc le printemps à nous, localement, se passe très bien jusqu'à maintenant. Donc, la neige a fondu, on n'a pas eu beaucoup de quantité de pluie, les sols se sont dégagés et notre Richelieu, donc la portion qui est pour nous, réagit très bien jusqu'à maintenant. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle de l'année. Bon, parce que d'ailleurs, la semaine dernière, on réalisait une entrevue avec les responsables de l'eau potable et de l'assainissement des eaux. Et quand on parlait à Éric Desbiens de l'eau potable, parce qu'on a mis un peu plus de clair cette année, bon, parce que justement, la neige a commencé à... Il y a eu des redoux en janvier, février. Mais à ce moment-là, le sol était encore gelé, donc la fonte allait directement dans la rivière. Là, le principe, c'est que si le sol est dégelé, en principe, le sol va en absorber un peu avant de l'acheminer à la rivière. Donc, ça aussi, c'est un facteur qui vient jouer sur le niveau de la rivière. C'est un facteur qui vient jouer sur le niveau de la rivière localement. Et cette période-là, qui peut être un peu plus complexe, disons, est passée pour nous, localement. Là, ce qu'il faut regarder, c'est plus vers la fin du mois d'avril, ce qui va se passer au niveau des montagnes du mont Mansfield et de cette fonte-là graduelle et ce dégel-là en hauteur pour le mont Mansfield. Si ça continue comme ça va là et que ça dégèle de la même façon que ça le fait ici, bien, on s'en va vers tout de même un printemps qui va être tranquille pour nous. Okay. Donc, avec les dernières communications qu'on a eues avec les autorités américaines, eux, c'est ce qu'ils voient actuellement. Donc, pour l'instant, tout semble bien se passer aussi de leur côté. Donc, on se croise les doigts, puis on continue à veiller au grain. Bon, sans être alarmiste, il y a quand même un fait aussi, c'est que cette année, en 2019, il y a presque 20-30 % plus de neige sur la calotte du mont Mansfield qu'il y en avait en 2011. Donc, il y a plus de neige qu'en 2011. Effectivement. Donc, ça, c'est un fait, c'est un constat qu'on a là, qu'on ne peut pas nier. Il y a 30-35 % de plus de neige sur le mont Mansfield qu'il y avait en 2011. Par contre, c'était la même chose en 2007. Donc, en 2007, il y avait aussi la même quantité de neige qu'on a actuellement sur le mont Mansfield. Et il n'y a pas eu d'inondation. Et il n'y a pas eu d'inondation. Ça, c'est important de le rappeler parce que c'est sûr que si on dit il y a un tiers de plus de neige sur le mont Mansfield, les gens se disent, bien là, s'il y en a un tiers de plus qu'en 2011, c'est sûr qu'on va avoir des inondations. Mais en même temps, si on dit dans la deuxième phrase, oui, mais en 2007, il y en avait autant, puis cette année-là, pourtant, il n'y a pas eu d'inondation. Parce que c'est une combinaison de plusieurs facteurs, la neige étant un des facteurs. Bon, il faut rajouter à ça, comme j'ai dit tout à l'heure, des pluies diluviennes en très peu de temps, des vents du sud et une fonte très, très rapide.
Et tout ça, bien là, il est trop tôt encore pour le confirmer, mais on peut quand même donner une tendance que ça devrait bien se passer. Bon. Quand on regarde les niveaux comparables avec des dates comparables, si on prend 2007, 2011 et cette année 2019, si on se dit on est le 8 avril, bien, le 8 avril en 2011 puis en 2007, le niveau, est-ce qu'il était pas pire, comparable? C'est pour ça que dans les faits, on n'a pas trop d'inquiétude jusqu'à présent. Le niveau en date, si on prend la date d'aujourd'hui, donc on est le 8 avril, on est à 29,47 mètres actuellement, ce qui est dans la normale pour ce temps-ci de l'année. OK. Donc, ça, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Juste pour vous donner une idée, on atteint le Richelieu, à notre hauteur à nous, atteint un seuil minimum d'inondation à 30,10 mètres. À 30,10 mètres, l'eau commence à sortir de son lit. Il n'y a pas d'inondation dans les maisons, il commence à sortir. On est encore à plusieurs centimètres de ce seuil-là. Clairement, là, on est à au moins 60 cm, donc 2 pieds. Effectivement. Avant d'atteindre le niveau d'inondation. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont inondés. Ah, pas du tout. C'est un seuil d'inondation mineur. Donc, c'est le moment où nous, on commence à être un peu plus aux aguets. Ouais. On le vérifie régulièrement actuellement. Mais on commence à être un peu plus aux aguets et de prendre quelques interventions terrain. Donc, il y a encore un jeu et notre rivière, le Richelieu, n'est pas un cours d'eau qui réagit rapidement. Donc, on est capable de voir venir les hausses, comme les baisses d'ailleurs. Donc, tout va bien jusqu'à maintenant. Bon, généralement, la période de pointe, 30 avril, 1er mai, quoiqu'encore là, en 2011, on s'est fait jouer des tours parce qu'il y a eu une première pointe à la fin avril, début mai, mais il y en a eu une deuxième et une troisième dans les semaines qui ont suivi. Oui. Donc, quand on dit que la rivière réagit lentement ou en différé, c'est un peu le cas. Donc, on le verra peut-être plus dans 2 semaines et demie. Mais entre-temps, quelles sont les interventions ou la prévention que vous opérez sur le terrain en ce moment? Bon, à tous les ans, l'Organisation municipale de sécurité civile se réunit en préparation de la période propice aux inondations, ce qui a été fait encore cette année. Donc, les équipes d'intervention terrain, donc les services plus opérationnels, se réunissent à l'hôtel de ville pour faire la préparation, pour s'assurer que tout le monde est prêt, que tout le monde a les équipements pour intervenir au cas où il se passerait quelque chose. Nos premiers collègues qui doivent se préparer sont les services des travaux publics, donc qui, eux, entreposent ou commandent les sacs de sable qu'ils ont. On a au-dessus de 3000 sacs de sable actuellement qui sont déjà prêts, remplis, prêts à être distribués au cas. On le fait tous les ans. Donc ça, c'est une action qui se fait. Il y a une surveillance qui se fait quotidiennement de tous les paramètres de dénivellation ou de hauteur de la rivière. Ça se fait depuis la mi-février. Donc, ça se fait au bureau du service de sécurité incendie. Et s'il y a des fluctuations qu'on a de la misère à interpréter, il y a un déploiement terrain qui se fait des pompiers pour aller voir visuellement qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une abatte? Est-ce qu'il y a du frésil? Et suite à la lecture qui se fait, bien, il y a des actions qui se posent ou non. Donc, tout ça, systématiquement, annuellement, cette année inclus, ça s'est fait et ça nous permet d'avoir une lecture de ce qui se passe quotidiennement avec notre rivière. Bon, les gens peuvent aussi s'inscrire à des systèmes d'alerte. Oui. Donc, on peut rentrer notre numéro de téléphone, recevoir des textos. Les gens peuvent aller sur le site Internet de la Ville, sjsr.ca/cru au pluriel, où là, on peut voir différents niveaux d'information, mais les gens peuvent s'inscrire. Absolument. Sur le site Internet, les informations sont là, ils peuvent s'inscrire. Et dès qu'il y a de la nouveauté, positif, négatif, on envoie ça par texto pour informer les gens, nos citoyens, le plus rapidement possible sur ce qui se passe. Bon. Je présume quand même que les gens qui habitent dans les secteurs comme à Saint-Eugène ou encore même du côté de Iberville-Saint-Athanase, quand ça fait 20-30 ans que tu habites sur le bord de l'eau, tu finis par un peu connaître la rivière. Et je suis convaincu que si on parlait à ces gens-là, ils nous diraient qu'ils doivent avoir des repères visuels, là, probablement, de « Ah, là, ça, c'est pas si pire, j'ai regardé mon arbre ici. » Puis bon. Donc, je présume que les gens aussi, ayant connu d'autres inondations dans le passé, soit de petite ou de grande ampleur, comme celle de 2011, sont quand même mentalement préparés à ça. Oui, ils sont préparés à ça. Ils sont souvent eux parce que les pompiers vont sur le terrain et c'est dans ces secteurs-là, on parle de Saint-Eugène, on parle
la rue Jacqueline. Oui, entre autres. Oui. Et les pompiers, ils vont pour prendre des lectures, pour faire des vérifications visuelles. Et souvent, ces personnes-là sortent pour parler avec les pompiers et les rassurent. Ils disent, il n'y a pas de problème, le niveau n'est pas si élevé que ça, ça ne montera pas cette année. Et bien, ça permet d'échanger aussi avec les citoyens, ce qui est excellent. Et on prend aussi, on s'en sert d'eux aussi comme information parce qu'ils ont l'expérience de la lecture du Richelieu. C'est ça. Mais dans le fond, ce qui est... Forcément, bon, l'épisode de 2011 a permis d'apprendre, hein, forcément, comme tout le monde a appris de ça. Mais en même temps, la bonne nouvelle, s'il en est une, c'est qu'on surveille et on est prêt. L'Organisation municipale de sécurité civile est aux aguets, surveille, se prépare avec des équipements et est présent sur le terrain pour nos citoyens. On le fait annuellement, on est là encore cette année. Et dès qu'il y a quelque chose qui pourrait devenir inquiétant, si c'est le cas, on va être prêt à intervenir et les citoyens vont être bien informés. Donc, on surveille la fonte, on surveille les vents, on surveille la pluie. Le soleil. Le soleil. C'est ça, hein, mais c'est ça un peu un cocktail météo. Je prends l'exemple d'aujourd'hui parce qu'au moment d'enregistrer, on est mardi le 8 avril. Puis là, tout le monde se dit comment ça se fait qu'on a eu encore une petite couche de neige. Là. Ça joue sur le psychologique un peu, mais c'est pour dire que la météo est parfois un peu vacillante et qu'il faut s'adapter au jour le jour et ça a un impact évidemment sur la rivière Richelieu. Daniel Dubois, merci beaucoup. Merci. Donc, bonne continuation, bonne chance. Et bien sûr, on va se souhaiter qu'il n'y ait pas d'inondation, mais si parfois la situation venait qu'à s'aggraver, bien évidemment, il y aura une prise en charge de ce côté-là. Vos équipes sont prêtes. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle environnement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de hockey féminin. Oui, avec Karel Lemar, la représentante des joueuses des Canadiennes de Montréal, savoir qu'est-ce qui se passe avec cette ligue-là. J'espère que ça va se régler parce que c'est tellement du bon hockey. Ok, pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu se dote d'un nouvel outil pour mieux protéger, bonifier les milieux naturels. On parle ici d'une contribution au Fonds des municipalités pour la biodiversité. Question d'en apprendre davantage avec nous, la chef de division environnement et développement durable à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Francine Van Wenden. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci. Qu'est-ce que c'est le Fonds des municipalités pour la biodiversité? C'est un fonds qui est mis en place par le SNAP, une société pour les parcs et la nature, une société pan-canadienne, et c'est donc le volet québécois qui a eu cette initiative-là, d'inviter les municipalités à investir dans un fonds qui est bonifié par des fonds privés ou par le gouvernement, donc pour améliorer la conservation des milieux naturels, inciter à la biodiversité, donc vraiment faire des initiatives de bonification de l'environnement, de la nature. Ça existe depuis longtemps? C'est un fonds qui a été mis en place en 2017, donc c'est quand même tout récent. Et l'année dernière, le gouvernement a donné vraiment un bon coup d'envoi en investissant de façon massive dans ce fonds-là, plusieurs millions de dollars. Donc, l'investissement que la Ville fait dans ce fonds-là, elle a un taux de rendement finalement de 30 % sur son investissement, ce qui est quand même très intéressant. Donc, c'est vraiment un fonds financier pour me permettre de donner de plus de moyens d'agir à la Ville. Est-ce que plusieurs municipalités au Québec contribuent à ce fonds? C'est une bonne question. Je pense qu'il y en a quelques-uns. C'est pas encore quelque chose. Ça commence. C'est sûr que pour la Ville de Saint-Jean, c'était vraiment un mouvement naturel parce qu'on a déjà beaucoup d'investissements. On s'était déjà doté d'un fonds sur la conservation de nos milieux naturels. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est notre initiative
municipale, mais on l'a donc jumelé avec une initiative gouvernementale, donc à l'échelle pour être solidaire finalement d'une démarche à l'échelle du Québec. Donc, la contribution de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu représente combien? Bien, en fait, ça va de pair avec le taux de taxation, en fait, les unités. Okay. Les unités de taxation à Saint-Jean, c'est 36 000 quelques dollars. Donc, c'est l'engagement qu'on a pris, 36 000 unités de taxation. Ouais. Donc, le fonds qui est investi chaque année, c'est 36 000 dollars sur 4 ans. Donc, okay. Donc pendant 4 ans, on va donner 36 000 dollars par année. Oui. Et cette année, exactement. Et cette année, on a un rendement de 31,5 %. Donc, il y a une bonification de cet investissement-là par des fonds publics et par des fonds privés. Qu'est-ce qui fait qu'on a un si bon rendement? Bien, c'est un fonds qui est géré par la Fondation de la Faune qui va chercher des contributions privées, d'organismes, d'entreprises, et le gouvernement, surtout, a décidé l'année dernière de bonifier ça, d'encourager les municipalités à investir dans la biodiversité. Donc là, le fait d'y contribuer fait en sorte qu'on devient, par le fait même, admissible. Oui. Pour en soutirer les bienfaits. Effectivement, effectivement. Et de la façon techniquement, la technicalité, c'est que ce fonds-là est réservé. Les sommes que la Ville investit sont réservées pour une utilisation à la Ville. Donc, on est déjà assuré de retirer les sommes qu'on a investies et un rendement qu'on souhaite à peu près dans ces niveaux-là pour les 4 prochaines années. Et nous, qu'est-ce qu'on peut en tirer au juste, dans le fond? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? En fait, on va poursuivre des interventions qu'on fait déjà pour de l'acquisition de milieux naturels, pour leur protection, pour l'aménagement de corridors de biodiversité, l'aménagement d'habitats fauniques, protection de milieux humides, etc. Donc, des choses sur lesquelles la Ville, on est déjà très actif avec les fonds qu'on s'est dotés. Est-ce que ça fonctionne par projet? Parce que, bon, dans le cas du plan de conservation, il y avait déjà des sommes qui avaient été allouées dans les précédents budgets, et même sur une période quand même assez longue. C'est même détaillé sur votre compte de taxes foncières et tout ça. Mais bref, donc, est-ce que les investissements liés au fonds fonctionnent par des projets qu'on dépose en cours d'année? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les étudie? Oui, effectivement. En fait, dans l'historique de notre démarche au niveau municipal, on a le plan de conservation en 2015 qui a été adopté avec des objectifs de verdissement assez importants. On s'était donné des objectifs de plantation d'arbres, de reboisement, de protection des milieux naturels, de création de corridors de biodiversité. Après, on s'était donné une espèce de stratégie, plan d'action pour voir quelles actions on pouvait mettre en œuvre avec toutes sortes de leviers financiers, de sources de financement. Donc, on a une espèce de canevas de travail de à peu près 70 actions qu'on a identifiées qu'on pourrait faire à l'échelle du territoire selon les opportunités. Donc, ce fonds-là va nous permettre d'agir encore mieux dans cette espèce de canevas de biodiversité qu'on veut développer au niveau du territoire. Est-ce que vous sentez changement de mentalité de la part des conseils, oui, mais pas juste les élus, mais les citoyens eux-mêmes? On regarde actuellement la prise de conscience sociale, puis là, il y a des débats, là, fédéral, provincial, même municipal et même mondial. Là. Oui. Et pas très loin de chez nous, il y a un pays qui s'appelle les États-Unis, qui a une autre vision de la chose actuellement. Ça va peut-être changer dans l'avenir. Mais bref, est-ce que vous sentez un niveau de conscience sociale qui change, qui s'accrue avec les ans? Ah oui, oui, absolument. Ce qu'on sent beaucoup au niveau de la population, au niveau des gens, c'est le désir d'être en action, de faire quelque chose, d'agir. Je vous donne comme exemple, depuis quelques années, on fait des corvées de plantation collectifs où on invite des gens à venir nous donner un coup de main. Et cette année, on a beaucoup d'organismes, de gens, d'individus, d'écoles, d'entreprises qui veulent donner un coup de main, qui veulent venir agir pour un meilleur environnement. Nos conférences qu'on organise, d'ailleurs, on en a une cette semaine, jeudi, sur viser le zéro déchet, par exemple. Ça mobilise beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ces initiatives-là puis qui veulent changer leur façon de ça, je pense que les gens sont ouverts. Bon, comme là, éventuellement, on finira par avoir du compost à la maison, là, quand le système va être installé. Là, il y a des pilotes à Saint-Grégoire puis à l'île Sainte-Thérèse. Même chose dans le quotidien. Là, on commence à aller dans des restaurants où on a des pailles en papier-carton.
Là, on se dit, ah oui, puis là, bon, c'est sûr que si on la garde un petit peu longtemps, ça vient mou un peu, mais je suis sûr que dans 5 ans, on ne se posera même plus la question. On va trouver ça étrange d'avoir des pailles en plastique. Donc, Oui. ça change. Oui, oui, ça change. Et puis, on a, par exemple, le circuit zéro déchet, qui est une initiative où on vient, en fait, où on identifie des commerces qui acceptent que les clients arrivent avec leur propre contenant pour commander au restaurant, pour des take-out à l'épicerie zéro déchet. C'est des choses qu'on voit vraiment beaucoup comme démarche. Puis C'est comme le débat sur les sacs de plastique. Là. Je sais que certaines municipalités ont commencé à les interdire. Là. Ça, c'est un choix à faire, mais ça aussi, ça fait partie des actions envisageables. Oui, effectivement, de la réflexion que depuis, depuis l'industrialisation ou depuis les années 60, où vraiment on a choisi un mode de vie beaucoup plus facile, hein, où tout est prêt, tout est... En fait, l'idée, c'est un peu revenir à un peu ce que faisaient nos grands-parents, sans revenir nécessairement à ce mode de vie-là, mais un peu de réfléchir à chaque fois. Ils disposaient des déchets autrement. Oui, mais il y avait quand même beaucoup moins d'emballage. Mais il y avait moins d'emballage, c'est ça un peu. Beaucoup moins d'emballage, donc beaucoup moins de tout prêt à l'achat. Donc, c'est vraiment une autre façon d'aborder c'est de revenir à un mode de choses. consommation qui est plus socialement acceptable. Oui, qui en fait de réduire notre empreinte. Là. Puis je pense que les jeunes sont très, très sensibles à ces enjeux-là pour la plupart. Quel est le défi pour un territoire qui est quand même, somme toute, assez urbanisé comme le nôtre, près de Montréal? Bon, il reste encore des terres agricoles, c'est vrai. Il y a encore évidemment certains boisés là, qui sont protégés dans le plan de conservation, mais dans une ville comme la nôtre, le défi environnemental, il se situe où? Il se situe dans plein de volets. Il y a la biodiversité qu'on a à rétablir, la connectivité entre nos principaux milieux naturels qui restent sur le territoire. Il n'y en a plus beaucoup, autant en zone blanche qu'en zone agricole. Donc, refaire une connectivité pour la biodiversité. Et ça, c'est utile pour la résilience des milieux naturels, mais c'est utile aussi pour l'adaptation au changement climatique, pour mieux se prémunir contre les inondations, etc., puis garder le milieu vivant. C'est sûr que la réduction des gaz à effet de serre, tous les enjeux de transport sont hyper importants. Comment réduire aussi notre empreinte au niveau des bâtiments, faire qu'ils soient moins énergivores. C'est un autre gros débat. Les matières résiduelles, c'est un très, 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 très gros enjeu qui touche de près les citoyens, qui interpelle aussi beaucoup les citoyens, là, les matières résiduelles, réduction des déchets, etc. Je pense que ça fait partie des plus gros enjeux. Là. Il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, à Saint-Jean, puis je pense au Québec au complet, en fait, sur la Terre. En fait, tous les pays développés ont ces gros enjeux-là à relever. Bon, je constate avec joie que vous êtes conséquente avec vous-même parce que quand vous êtes arrivé tantôt pour l'entrevue, bon, je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez dans un gros pick-up, mais vous êtes arrivé avec une voiture verte qui est entièrement à l'électricité. Donc, c'est un choix personnel que vous avez fait il y a quelques années? Oui, effectivement, en fait, de ne plus dépendre ou le moins possible du pétrole, même si on voit qu'il y a quand même des enjeux. Bon, est-ce que c'est plus écologique? Oui, non, mais c'est clair que d'être moins dépendant du pétrole, c'est un choix à faire. On ne peut pas le faire dans toutes les matières, mais en termes de transport, oui. On ne s'ennuie pas de la pompe à essence? Pas du tout. Ça fait combien de temps que vous avez une voiture électrique? C'est 2 ans et demi que j'ai une voiture électrique qui répond à 95 de mes besoins. Et puis, bien, dans le 5 autres, bien, on va prendre d'autres voitures, etc. C'est ça, tout dépendamment de la longueur du déplacement. Là. Donc, l'autonomie ou le rebranchement devient un enjeu en soi, mais comme vous dites, pour 90 du temps. Effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que mes enfants, j'en ai 2 qui vont s'acheter aussi des véhicules électriques. Fait que ça, c'est intéressant donc aussi vous êtes en train de les contaminer. Oui, effectivement, que ne pas dépendre du pétrole, c'est une belle liberté, là, c'est une belle qualité de vie qu'on s'offre. C'est sûr qu'on demeure avec encore une voiture parce qu'on fait partie de la société telle qu'elle est. C'est sûr, là. On n'est pas reclus à la maison. Il faut parfois se déplacer. Mais... Oui, c'est ça. Et quand vous parlez de biodiversité, pour vous, vous la représentez de quelle façon? C'est d'avoir... Bien, la biodiversité, je pense que ce qui est surtout important,
Bon, j'ai eu quand même une formation plus sociale Ouais. qu'environnementale et d'avoir un accès, permettre aux gens d'accéder au milieu naturel, pour moi, c'est super important. La démarche du plan de conservation est vraiment dans ce sens-là, permettre aux gens d'y accéder, d'être en contact avec la nature, parce que dans le monde où on est présentement, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de stress, et les milieux naturels vont vraiment permettre le contact avec le vivant, de réduire le stress puis de permettre de mieux vivre. Et après, bien, il y a la faune et tout ça dont on a besoin pour... parce qu'on fait partie d'un écosystème naturel comme tel. Alors, donc, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui se dote d'un nouvel outil, donc cette contribution au Fonds des municipalités pour la biodiversité, ce qui va permettre donc de protéger et de bonifier nos milieux naturels. Donc, merci beaucoup. Merci à Bonne vous. chance pour la suite. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Les personnes qui se posaient la question sur la collecte des ordures ménagères, et oui, depuis le 1er avril, c'est le retour à la séquence à chaque semaine, donc de retour sur le calendrier hebdomadaire. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a une assemblée par mois, mais avec une assemblée, on retient évidemment des extraits pour faire 4 émissions. Et nous, bien sûr, le prochain rendez-vous d'IrectLaTour.com, c'est bien sûr demain. Bye-bye.